Salut et bienvenue à la dernière de la saison de Lève-toi et sors. Cette semaine, je vais rencontrer Ariane Camiré ainsi que Cynthia Ménard qui vont nous parler de la Fiesta des cultures de la ville de Saint-Rémy. Mais avant, je vais rencontrer M. Simon Bissonnette ainsi que Lorraine Messer qui travaillent d'arrache-pied pour que la maison de Félix Leclerc à Vaudreuil soit restaurée. Allez, lève-toi et sors. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser. Me voilà donc avec Simon Bissonnette. Salut Simon. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir. Donc Simon, explique-moi rapidement d'où vient l'idée de restaurer la maison ici, la maison de Félix Leclerc. C'est un projet qui a commencé dans la tête de plusieurs citoyens de la région qui voyaient l'état délabré de la maison et qui savaient que c'était l'ancienne maison de Félix. Donc, ils voulaient se préoccuper de la sauvegarder et d'en faire le projet qui va bientôt voir le jour. Donc, c'est des bénévoles, des citoyens de la région de Vaudreuil ici qui se sont mobilisés au début de l'an 2000 et qui ont commencé leur démarche là, pour acquérir et sauver la maison. Donc, c'est un travail qui date quand même de presque 14-15 ans maintenant. Et d'habitude, ce genre de projet-là, je ne sais pas si c'est le cas pour celui-là, mais d'habitude, ce genre de projet-là, c'est quelqu'un, une personne plus motivée que toutes les autres. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Il y a eu plusieurs chefs d'orchestre. Mme Messer, qui est toujours la présidente aujourd'hui de l'organisme, Lorraine Messer, a été parmi les premières personnes. Le maire de l'époque de Vaudreuil, Régent Boyer, était très impliqué. Également, il croyait beaucoup au projet Gaétan Jean. Donc, plusieurs fondateurs. Plusieurs sont encore même sur notre conseil d'administration, dans nos équipes de bénévoles à proximité. Donc, il y a eu plusieurs bougies d'allumage, je dirais, pour ce projet-là. Et j'imagine qu'un projet de restauration, ça doit être très, très coûteux, surtout quand on veut garder ça le plus authentique possible. Comment vous procédez pour réussir à financer tout ça? Bien, la maison a été classée monument historique par le gouvernement du Québec en 2009. Ce qui nous donne droit maintenant à un programme de subvention dans le cadre du Fonds du patrimoine culturel. Donc, ça a été d'ailleurs dans les étapes préparatoires, l'organisme a travaillé très fort pour obtenir le classement. Par la suite, se conformer aux différentes dispositions qui nous ont permis d'avoir la confirmation de la subvention. Ça fait pratiquement un an maintenant. Donc, le ministère de la Culture va investir un demi-million de dollars dans les travaux de restauration. De notre côté, au fil des ans, on a accumulé aussi un autre demi-million de dollars pour attribuer donc, à la restauration de la maison. Le projet est toutefois évalué à 2 millions. On monte même à 2 200 000 quand on figure l'aménagement des stationnements et le centre d'interprétation pour en faire un tout, pour faire un projet vraiment non seulement intégré, mais la volonté, c'est de rendre ça accessible au public. Donc, pour le rendre accessible au public, il faut l'aménager pour que la visite aussi des gens soit intéressante à terme. Donc, tout ça ensemble fait un projet de 2,2 millions. Aujourd'hui, on est dans une grande campagne de financement pour compléter le montage financier. Et comment vous procédez pour ça? Vous faites appel aux dons des citoyens? J'ai vu sur Internet que vous vendiez des différents trucs reliés à Félix Leclerc. Effectivement, on a un peu de matériel promotionnel dans notre boutique en ligne, mais on fait appel à la générosité des Québécois. On a invité tous les Québécois. Notre campagne de financement majeur s'appelle « Restaurons notre fierté ». On pense effectivement que
non seulement Félix est une fierté, la maison de Félix à Vaudreuil est une fierté pour la région et on se doit de la protéger et de la sauver. Félix Leclerc a vécu 20 ans ici dans la région de Vaudreuil. Oui, on racontait que c'était l'endroit finalement où il avait vécu le plus longtemps. Le plus longtemps. C'est difficile d'établir des comparables. Il a vécu à beaucoup d'endroits, Félix, dans sa vie. Plusieurs années en Europe, en France, en Suisse. Évidemment, il a terminé sa vie, tout le monde le sait, à l'île d'Orléans. L'enjeu, c'est pas de savoir s'il a été plus longtemps ici qu'en France ou à l'île d'Orléans. L'important, c'est qu'il a quand même ici passé 20 ans de sa vie, une douzaine d'années dans cette maison qui aujourd'hui en voie d'être sauvegardée, mais il y a aussi énormément de son œuvre qui a été créée ici, là, dans ce site très inspirant. Donc, il était ici autour des années, il y avait une quarantaine d'années qu'on m'a Exactement, il a quitté en 67 la région et la maison ici. Donc, tu sais, moi, mes souliers, l'hymne au printemps, Bozo, c'est vraiment le sommet de sa carrière. Oui, en tout cas, ça a été pour lui une période très créatrice. Là, on parle des chansons, mais on pourrait parler des recueils de poésie, de la littérature. Donc, très, très productif et créatif dans cette maison, dans ces années-là, Félix Leclerc, effectivement. Ouais. Et aussi, j'ai vu, encore une fois, sur le site Internet que les gens avaient, pour les amateurs d'artefacts historiques, pouvaient se procurer une des pierres qui sera enlevée. Effectivement. C'est probablement un des souvenirs les plus concrets de la maison et du projet qu'on peut se procurer. Donc, on a mis en vente. Évidemment, ils ne sont pas disponibles maintenant, mais dans le cadre des travaux de restauration, on n'est pas capable de sauvegarder le mur de briques en avant qui est trop endommagé. Donc, on a décidé de les mettre en vente, de ne pas donner la possibilité donc aux gens d'en acquérir une, et tout ça pour la modique somme de 150 $, qui est quand même pas très dispendieux. Quelque chose d'assez unique. Pour quelque chose de vraiment unique, en quantité très limitée. C'est vraiment juste du mur de briques avant dont on parle, qu'on ne pourra pas, le restant, on va pouvoir les sauvegarder. Celles-là sont trop endommagées par les intempéries, par le vent du lac, et puis donc, il y a une symbolique intéressante pour 150 $, puis un crédit d'impôt également admissible. Donc, c'est pas quelque chose de très dispendieux. On peut acheter ça. Financer, en plus de nous permettre effectivement d'atteindre nos objectifs et de voir le projet et la maison Félix être sauvés par cette façon-là, notamment. Là. Et ici, le citoyen en tant que tel, bon, comme on disait tantôt, va évidemment pouvoir visiter la maison, mais j'ai entendu dire aussi qu'il y avait d'autres projets en vue côté artistique dans le coin ici. Mais il y aura deux vocations. Évidemment, la maison à l'année ou presque sera ouverte au public, là, qui pourra venir la visiter, rendre hommage, s'inspirer des lieux, profiter non seulement du domaine et de la vue sur le lac, mais passer une partie de sa journée, pique-niquer dans nos jardins. Mais le deuxième volet, donc celui-là est plus interprétatif, qui permet aux gens de la visiter. On va 1 mois par année, par contre, fermer au public pour laisser la résidence à un artiste qui viendra suite à un concours, à un processus de jury qu'on va mettre en place. Mais 1 mois par année, donc la maison sera réservée à un artiste en résidence. Un artiste qui, comme on dit, sera quelqu'un qui jouera avec les mots, soit un écrivain, un poète, un chansonnier, bref, quelqu'un qui va produire une œuvre en lien avec les mots, comme Félix le faisait si bien lui-même. Donc, 1 mois par année, la résidence va être laissée au complet à un artiste qui pourra profiter donc de cette source d'inspiration du lieu. On va pouvoir travailler pratiquement dans les mêmes conditions que Félix. Parce que nous, on va recréer le bureau de Félix, qui est dans la pièce dans laquelle on est en ce moment. Puis l'artiste en résidence va vraiment pouvoir venir travailler ici, comme Félix le faisait pendant 1 mois de temps. Et il y en a déjà eu des artistes en résidence? Oui, on a fait l'expérience déjà une fois, l'année passée, en 2012, avec l'artiste Marie-Belle Ouellette, qui est une poète, qui avait passé donc 1 mois ici en résidence, produit son recueil de poésie par la suite, avec le lancement qui s'en est suivi. Donc, selon elle, est-ce que la magie de Félix était là dans la place? Elle était vraiment très inspirée. Où, à chaque jour, elle écrivait un blog, on voyait son cheminement. Marie-Belle est encore avec nous aujourd'hui dans le projet, très, très impliquée. Et puis, effectivement, ça a été très productif pour elle. Et puis, ce concept-là de résidence d'artiste n'est pas très développé. Quelque chose qu'on voit, non, pas en région. Je dirais même plus largement, on a quelques résidences plus en lien avec les arts visuels, un peu partout au Québec, mais en littérature, ou du moins quand on s'approche des mots, il y en a moins. Il y en a beaucoup en Europe,
Donc, on va s'inspirer de ça pour faire quelque chose de relativement unique. En tout cas, pour sûr, d'unique dans la région de la Montérégie. OK. Et puis là, on a parlé dans le futur, il y a comme projet de restaurer également la forge ici, juste à côté, ce qu'on appelle la forge, ainsi que ce que Félix a appelé l'auberge des morts subites. Oui, exactement. Peux-tu nous parler un peu de ces deux lieux-là? Oui. Évidemment, c'est une phase 2, hein, vraiment, quand on parle de ça. Sur la terre ici, qui a 4 acres de terrain quand même, c'est une ancienne terre agricole. Félix avait transformé sa grange à l'époque en salle de répétition, en salle de spectacle. Puis bon, il se passait beaucoup de choses avec les artistes qui venaient le côtoyer dans ce qu'il avait effectivement appelé l'auberge des morts subites. Malheureusement, nous, quand on a acheté le bâtiment en 2006, la grange était déjà pas récupérable. Elle s'est effondrée l'été suivant, en 2007. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé, par contre, tout le bois qui était récupérable, disons. Et on va pouvoir s'en servir pour un projet en phase 2 de rebâtir cette grange-là et d'en faire une salle multifonctionnelle qui permettra plusieurs usages, dont celui, effectivement, de mettre en place des incubateurs, de donner aux artistes de la relève principalement un lieu de création, mais également un lieu où ils pourront se produire dans une petite salle intimiste. Là. Le projet n'est pas tout finalisé. On s'est vraiment concentré pour le moment sur la restauration. Qui est déjà le financement, c'est des gros morceaux, mais c'est clair qu'à moyen long terme, la grange en arrière sera reconstruite et deviendra un autre complément intéressant et important au projet ici. Simon Bissonnette, merci beaucoup. Merci à toi, bonne grand chance plaisir. Dans votre campagne de financement. Merci. On va inviter les gens à donner généreusement. Oui. Et puis, merci pour l'entrevue. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Salut. Bonne journée. Les travaux sont officiellement commencés et si vous voulez aider la Maison Félix-Leclerc, vous n'avez qu'à vous rendre sur leur site Internet afin d'acheter un de leurs souvenirs ou simplement effectuer un don afin d'aider à la restauration de ce joyau de la région de Vaudreuil. Ça va bien? Ça va bien? Il est très bon. Je me retrouve donc avec Cynthia et Ariane pour parler de la Fiesta des cultures de Saint-Rémy. Alors, Cynthia, premièrement, d'où ça vient cette idée-là de faire une Fiesta des cultures ici même à Saint-Rémy? Dans le fond, nous, on était à la recherche d'un festival qui nous représentait, nous, à Saint-Rémy. Et notre particularité culturelle, c'est que durant la saison estivale, on a plus de 2000 travailleurs agricoles étrangers qui viennent de l'Amérique latine, qui se déplacent à Saint-Rémy. Donc, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout au Québec. Donc, c'est quelque chose qui est particulier à nous. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de faire un festival latino-américain. Alors, c'est un peu question de leur rendre hommage, de leur accorder l'importance qu'ils méritent. C'est ça. Ils travaillent beaucoup ici. Puis, on se rend compte qu'on les connaît plus ou moins. T'sais, on les voit à l'épicerie, on les voit à la caisse, à la banque, mais on ne connaissait pas vraiment leur culture et vice-versa. Donc, c'est vraiment un moment pour faire un mélange des deux cultures. Et ils viennent d'un peu partout de l'Amérique latine? Principalement le Mexique, le Guatemala. Il commence à avoir des gens du Honduras aussi. Mais à travers le festival, on touche vraiment toute l'Amérique latine au complet. Là. Et ça fait combien de temps que le festival existe? C'est notre 6e édition cette année. 6e édition. Alors, Ariane, toi, tu es plus en charge de la programmation en tant que telle. Qu'est-ce qui nous attend cette année à la Fiesta des cultures? Bien, comme à chaque année, il y a encore la imposante ruelle marchande avec plus d'une 60aine de kiosques, des artisans qui viennent de partout, du Québec, mais aussi d'ailleurs, des États-Unis, du Mexique, de plein de pays. Donc, c'est super intéressant, des produits qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les magasins et aussi des commerces d'alimentation. Donc, on va pouvoir goûter à différentes nourritures qui viennent des autres pays. Il y a aussi des spectacles, je pense. Un beau volet, beaucoup de spectacles. Oui, plus d'une quinzaine de spectacles. En fait, on a 2 scènes, dont une qui est en dessous d'une immense arabesque. Sous cette scène-là, on a plusieurs spectacles, soit des spectacles mexicains. Donc, on va avoir la chance de voir des danseuses avec des grandes robes traditionnelles du Mexique. On va avoir aussi la chance de voir des groupes du style brésilien, donc des danseuses brésiliennes. On aura aussi des groupes cubains. Donc, vraiment, aussi, on a touché à l'aspect reggae avec un hommage au groupe Bob Marley. Donc, c'est super intéressant. On a beaucoup de diversité et on a aussi de l'animation tout au long de la fin de semaine dans la ruelle marchande. Donc,
Ce qui est différent des autres années, cette année, c'est qu'on a un animateur qui va faire l'animation et il y aura toujours, soit dans la zone d'attraction, soit dans la ruelle marchande, soit sur l'une de nos 2 scènes. On a une scène aussi extérieure où il va y avoir des groupes qui sont locaux, qui vont pouvoir se produire, donc super intéressant aussi. Et sans oublier de parler aussi de notre zone d'attraction. Donc, cette année, on a décidé de remplacer la zone manège par une zone où il va y avoir plusieurs divertissements pour vraiment rejoindre tous les groupes d'âge. Donc, autant les parents que les enfants en bas âge vont pouvoir participer. Puis, on a choisi aussi de favoriser l'activité physique. Donc, on va avoir un immense parcours d'hébertisme. On a aussi pensé à une zone de jeux gonflables. On a une immense tyrolienne de 300 pieds de long, un jump high où les gens vont faire de la trampoline acrobatique, et un bassin d'eau pour les tout-petits qui vont se promener à travers un parcours avec un bateau pirate, des jets d'eau. Ça va être bien intéressant. Et tout ça pour un prix vraiment abordable de 5 $ la journée ou 10 $ pour toute la fin de semaine. Et alors ça, c'est un spectacle. Donc, tous les spectacles, tous les événements, ça permet de rejoindre la population qu'on connaît moins, comme tu disais tantôt, oui. Cynthia, mais ça permet aussi de découvrir le paysage, le territoire. Vous exploitez vraiment également très bien, avec le centre d'hébertisme, toutes les ressources naturelles qu'il y a dans la région ici, qui est une magnifique région. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Qu'est-ce qui était intéressant, c'est l'accès au site, à tous les spectacles, à l'animation de rue, c'est tout gratuit. La seule chose qui est payant, c'est les gens qui consomment sur place, puis s'ils font les activités, les attractions. Là. Et pour lancer cette soirée-là, pour lancer ce festival-là, le vendredi, il y a des événements spéciaux, il y a des activités spéciales. Quelles sont-elles? Bien, en fait, on a l'ouverture officielle qui va se dérouler à 17 h, donc avec les danseuses brésiliennes et mariachi, donc plusieurs invités spéciaux qui vont être là pour le lancement. Ensuite, on va avoir un spectacle cubain, un cours de Zumba en plein air et un feu d'artifice à 21h45. Donc, une soirée vraiment jeunesse qui va se terminer par le spectacle de Midas and Ellie, un groupe qui a fait la première de la tournée de LMFAO partout au Québec, groupe qui est très populaire, donc qui a fait aussi partie du top, des tops des comptes à la radio. Donc, bien intéressant et ça va se terminer en soirée aux alentours de minuit. Donc, une excellente façon de lancer ça, tout en couleur, tout en énergie, tout en musique. Oui. Et l'événement le plus particulier, selon moi, bien humblement, c'est Thomas et Tina qui reprend le concept du lancer de la tomate qu'on retrouve en Espagne. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet un peu fou, là? Bien, en fait, ça fait plusieurs années qu'on réalise ce projet-là. Donc, cette année, on a décidé de confier le mandat à un animateur professionnel qui est Jean-Maxime Sans Souci, qui est connu à la télévision. Et lui va s'occuper de divertir la foule. Il va y avoir aussi la présence de nos mariachis qui vont faire de la musique, qui vont faire l'ouverture de ce concept super original. Et il va y avoir des défis qui vont être proposés. On va commencer avec le groupe des tout-petits, puis ensuite, ça va être aux adultes de s'amuser. Comme de vrais petits fous. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Donc, moi, si je veux lancer des tomates, je peux lancer des tomates. Oui, effectivement. Donc, mais il faut que vous ayez votre costume aussi, parce que je pense qu'habillé comme ça, avec vos vêtements du dimanche, ça restera pas beau très, très longtemps. Gagner du linge de rechange. Mais nous, c'est pas grave parce que l'émission est finie de tourner. Fait que là, les vêtements, je peux les maganer. Ça va être le temps de te gâter. Exactement. Oui. Puis, bon, ben, donc, pour les plus jeunes, ce jour-là, on a le droit de jouer avec la nourriture. Oui, exactement. Tout est permis. Parfait. Bien, on invite donc les gens à venir nous rejoindre à la Fiesta des Cultures, qui est quelle date? Du 23 au 25 août 2013. Donc, une superbe fin de semaine en perspective. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci. C'est le moment de la dernière chronique cinéma de la saison, ben Mathieu, oui. Avec un peu de nostalgie dans la voix et dans le cœur. Oui. Et là, la dernière, c'est toujours une chronique un peu spéciale parce que tu ne vas pas nous parler d'un film, mais bien de plusieurs films. Ben oui, parce que moi, je reviens faire mes chroniques cinéma à dernière minute cet automne. Là, je vais vous donner un peu les titres à ne pas rater d'ici là, les prochaines semaines. Et ça commence ce vendredi, le 23 août. Écoute, c'est une grosse fin de semaine, 3 films
que j'ai envie de voir. Premièrement, Lac Mystère d'Éric Canuel. La bande-annonce est sortie cet été et ça m'intrigue. Je suis pas un grand fan du style de Canuel, qui d'habitude est très flash, très coloré. Mais là, il est pas trop là-dedans. C'est vraiment un bon polar. C'est avec Maxime Godette qui joue un homme qui va avoir la paix. C'est un peu de classique. Il s'en va dans un chalet dans le fond du bois. Et là, il va être mêlé avec un voisin, c'est comme il dit, un voisin fantasque, un noyé introuvable, des bandits en fuite, une danseuse nue qui se réfugie chez lui et un policier qui en est follement amoureux. Oh. Et là, il va y avoir une espèce de chassé-croisé, un polar. Et l'annonce est très prometteuse. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais ça me semble bon. Canuel a toujours le don de piquer notre curiosité. Des fois, on est déçus, des fois moins. Mais il y a toujours quelque chose de très intéressant à les découvrir. Oui, ça a l'air intéressant. Sinon, un film que j'attends depuis très longtemps, World's End, At World's End. Edgar Wright avec Simon Pegg et Nick Frost, la fin de leur trilogie des crèmes glacées. Enfin. Et oui, c'était Shaun of the Dead, Hot Fuzz, qui ont été c'est comme des petits films cultes. Oui, tout à fait. Excellent. Et là, ils reviennent avec un nouveau film et c'est une bande d'amis qui se retrouvent 20 ans après le secondaire, l'université, puis que là, ils veulent... En fait, il y en a un qui est joué par Simon Pegg qui, lui, il n'a pas décroché, il est encore un petit gamin. Il veut faire la tournée des bars qu'il s'était promis de faire avec ses amis. Et là, il y a à peu près comme 10 bars, je pense. Et le dernier, c'est World's End. Et ça tombe avec la fin du monde. Oh. Il arrive de quoi et ça risque d'être assez drôle. Ils ont le tour, eux autres... De s'approprier un style et de le détourner un peu. Et là, on va jouer dans quel style? Dans les styles de film catastrophe? Film catastrophe, fin du monde. Parce que Shaun of the Dead, c'était zombie. Ils ont fait film policier avec Hot Fuzz. Et là, on y va pour les films catastrophes, fin du monde. J'ai hâte de voir ça. Et comme tu dis, ils ont toujours tellement bien réussi à intégrer chaque style tout en gardant un niveau d'humour très savoureux. La barre est haute pour celle-là, mais d'après moi, on ne sera pas déçus. Sinon, le 23 août, Wong Kar-wai sort un nouveau film, Le Maître du cinéma, le Palme d'or à Cannes. Il nous revient avec le film Grandmaster. J'ai vu la bande-annonce et j'étais très intrigué parce que Wong Kar-wai, il faut comprendre, il n'est peut-être pas nécessairement connu du grand public, mais c'est des films très vastes, très... pas lent, mais c'est très planant et il y a une manière de tourner un peu spéciale. Il tourne comme énormément et il fait un montage après et les acteurs, ils reconnaissent pas nécessairement le film qu'ils ont fait. C'est très planant, mais là, normalement, il fait des genres de films d'amour dramatique et là, il s'en va dans un film de kung-fu, d'arts martiaux, basé sur une histoire vraie, les débuts des arts martiaux. Et la bande-annonce, c'est une scène de combat, on voit rien d'autre du film. Et c'est sous la pluie, il fait noir et c'est extrêmement beau. Ce réalisateur-là est incroyable. Ça pique la curiosité, la bande-annonce, pour vrai. On sait pas que ça va avoir peut-être un autre côté de ce réalisateur-là. Oui, c'est ça qu'on a moins vu. Mais je retrouvais ses plans. Seulement, là, c'est un film d'action, mais c'était la même beauté, la même souplesse dans le mouvement. Ça peut être assez intriguant. Sinon, la fin de semaine d'après, le 30 août, écoute, il n'y a pas grand-chose. Vu qu'il y a 3 films l'autre fin de semaine, vous êtes capable de vous rattraper. Parce que le seul film, en fait, que j'ai noté qui est d'importance le 30 août, c'est le documentaire sur One Direction, Nous voici. Bon, ben, ça fait le tour du sujet. C'est réalisé par Morgan Spurlock qui nous avait donné Super Size Me. Il fait un film sur One Direction. Ben, c'est un bon documentariste, donc ça peut être un bon documentaire. Ça peut. Mais d'après moi, vous rattraperez sur un film que vous n'avez pas vu encore. Le 6 septembre, film québécois, Vic et Flo, On veut un ours, de Denis Côté. Denis Côté, qui est une espèce de bébite un peu spéciale du cinéma québécois. Oui. Qui fait vraiment sa tête. Il a fait beaucoup de films à côté du financement parce qu'il n'aimait pas ça attendre. Mais il est tout le temps primé partout ce qui passe dans le monde, est très reconnu. Et là, tout le monde dit que ce serait son film le plus populaire. Okay. On s'entend que ça reste Denis Côté, mais bon, là, il y a Marc-André Grondin dans le film, Pierrette Robitaille, qui, j'ai vu des extraits, elle joue un rôle très dramatique. On n'est pas habitué de la voir dans un drame. C'est l'histoire de 2 femmes qui sortent de prison et qui vont, encore là, je pense que c'est un thème récurrent, vont s'enfuir dans le bois parce que c'est ça, il faut qu'ils remettent un peu en perspective toutes leurs affaires. Mais ça a l'air très, très intéressant. Ça n'a pas l'air trop Denis Côté, si on peut dire ça, sans être méchant, mais je crois qu'il y a un potentiel peut-être d'aller chercher un peu plus de public ce coup-ci. Sinon, 13 septembre, une autre bonne fin de semaine. Je parlais il y a quelques semaines d'Insidieux. Oui. La suite, le 13 septembre, grosse été pour James Bond, 2 films. C'est la suite parce que pour ceux qui ont vu Insidieux, ça finit sec. Okay. Ça finit sans rêver de punch, mais il arrive quelque chose, on coupe.
Et là, on fait juste se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui Y s'en vient? aura-t-il une suite? Et oui, il y en a. Il y en a une et j'ai vu la bande-annonce. J'ai regardé vite parce que je voulais pas me faire vendre de punch, mais juste en voyant le début, je me suis dit, oups, qu'est-ce qui se passe? Parce que de la manière que ça finit, on se dit, il faut que ça continue là, à la seconde après, mais ça n'a pas l'air de recommencer là. OK. Ça a l'air de recommencer quelques années plus tard. Et juste ça m'a vraiment intrigué. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Mais, Comment bon, ça va s'appeler? Insidieux, partie 2. C'est astucieux. Oui, hein? ça va être facile de D'après moi, il était une grosse équipe. Des heures de brainstorm. La sueur. Insidieux, partie 2. Bravo. Le gars, il se lève. Bravo. Non, mais je l'attends avec impatience. Sinon, un autre film québécois, écoute, les films québécois, ils sortent tous en même temps, on dirait. La Maison du pêcheur, moi, j'ai entendu beaucoup parler de Alain Chartrand. Et ça se passe en Gaspésie en 69. Et c'est la rencontre avec Lortie, les frères Rose et Francis Simard. C'est leur première rencontre quand ils sont jeunes et c'est eux qui ont, par la suite, commencé le FLQ et tous les événements d'octobre. Mais c'est comme les débuts, là, quand ils sont à Gaspésie. Le film en noir et blanc, la bande-annonce aussi est assez beau. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris beaucoup de jeunes acteurs qui commencent aussi pour interpréter les rôles principaux. Ça a l'air intéressant du côté historique aussi de voir un peu comment ça a commencé tout ce côté-là, toute leur... Oui, c'est un point de vue qu'on n'a pas eu Non, souvent. c'est ça, parce qu'on parle beaucoup d'octobre. Bon, OK, on sait comment ça a fini, mais on ne sait pas justement comment ça a commencé, tu sais, qu'ils sont mis ensemble, puis là, les idées sont échangées. Ça peut être assez intriguant. Sinon, la dernière sortie que j'ai notée pour vous, c'est le 20 septembre, Prisoners, le premier film américain de Denis Villeneuve. Oui. C'est avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, quand même. Quand on regarde la bande-annonce, tu sais, souvent, ça arrive, vous avez des réalisateurs internationaux qui vont à Hollywood et, à Hollywood, ils surveillent beaucoup le produit, si on veut. Les réalisateurs n'ont pas de latitude. Ça a l'air d'un film très intéressant, mais on sent pas nécessairement la touche Denis Villeneuve. Mais en tout cas, c'est la bande-annonce aussi. Des fois, les réalisateurs s'arrangent pour une bande-annonce. Mais c'est un thriller. Ça raconte l'histoire de... Dans le fond, c'est Hugh Jackman, puis il y a un autre monsieur, j'oublie son nom. Leurs deux filles, c'est des amis, puis leurs deux filles vont se faire kidnapper en même temps. Et là, Jake Gyllenhaal, qui est un policier, va se mettre sur l'enquête. Et là, ils vont trouver quelqu'un, mais c'est pas lui, mais c'est peut-être quelque chose. Et Hugh Jackman va finir par kidnapper le gars qui était suspect. Et il va essayer de le torturer un peu. Ça fait un peu 7 jours d'Italien par la bande. Mais en tout cas, on est un peu là-dedans. Mais c'est plus thriller, là. On essaie de retrouver parce que c'est pas... Les petites filles sont pas mortes, elles sont juste disparues. Et ça peut être bon. Ben, bon réalisateur, des bons acteurs... Si le scénario tient la route. Ouais, si ça n'a pas été trop tripoté par les producteurs et tout ça, des fois, le petit Québécois Denis Villeneuve n'a peut-être pas eu toute la latitude qu'il voulait. Et voilà. Mais bon, ça va être la dernière sortie que j'ai notée d'aller voir avant que je revienne faire mes chroniques. OK, fait qu'on va voir tout ça, puis on s'en reparle après. Après ça, on te retrouve à quelle date? Je sais pas, c'est fin septembre. À la fin du mois de septembre? J'ai pas encore eu le mémo. Ben, en tout cas... On a hâte de suivre tes chroniques, mon Mathieu. Ouais, puis merci Mathieu pour la saison. Hein? Merci à toi. Parce que personne ne te félicite. Ben, les gens me félicitent. Mais là, je suis là pour eux, je te le dis. Merci pour la saison. Ça a été bien plaisant. Merci. On se revoit probablement l'année prochaine. Ouais, on va travailler fort là-dessus. Salut.